Accueillez Xavier Saint-Gelais, conseiller en recherche, développement et analyse prospective à la Commission d'accès à l'information pour cette conférence présentée dans le cadre de l'événement Le Sécure. Bonne conférence! Bonjour à tous, mon nom est Xavier Saint-Gelais, je suis conseiller en recherche, en développement et en analyse prospective à la Commission d'accès à l'information et ça me fait très plaisir d'aujourd'hui participer à l'événement Sécure. Donc, on remercie la Semaine numérique de nous donner cette occasion de vous parler de biométrie. La biométrie qui est une famille de technologies qui implique des enjeux en matière de protection des renseignements personnels et ce sera le thème de ma conférence d'aujourd'hui qui porte sur les principes à respecter et les obligations légales des organisations pour implanter la biométrie, qui est très intéressante d'un point de vue cybersécurité. Je précise là, que tout au long que je vais en fait parler de beaucoup d'informations et elles vont se retrouver à la fin là, dans des documents écrits. Donc, un mot sur la Commission d'accès à l'information. C'est un organisme qui a été fondé en 1982. On est responsable d'appliquer deux lois principalement. La loi sur l'accès qui concerne le secteur public, l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, et la loi sur le privé qui concerne le secteur privé en matière de protection des renseignements personnels. Et les trois principales fonctions de la Commission, c'est la promotion de la transparence étatique et de la protection des renseignements personnels, la surveillance de ces deux lois-là, et elle a aussi une fonction de décision. Donc, il y a un volet tribunal administratif à la Commission pour trancher les litiges qui se posent par rapport à ces deux lois. Alors, la raison derrière la présentation d'aujourd'hui, en fait, il y en a plusieurs. Premièrement, la Commission constate une utilisation qui est croissante de la biométrie dans le secteur privé. On reçoit des déclarations de banques biométriques et on se rend compte qu'elles augmentent d'année en année. Par contre, il y a des enjeux qui sont associés à la biométrie, des enjeux de protection des renseignements personnels et on souhaite qu'ils soient mieux connus. Et on souhaite également que les responsabilités des entreprises soient mieux connues. Donc, on a remarqué par expérience que les fournisseurs de systèmes biométriques laissent parfois entendre qu'implanter la biométrie est un peu plus simple au niveau légal qu'il n'y paraît. Donc, on veut mettre les choses au clair. Vous avez des responsabilités en tant qu'entreprise et c'est important de les connaître. Et finalement, je vous parlais de déclaration tout à l'heure. Donc, quand on utilise la biométrie au Québec, il faut le déclarer à la Commission. Il y a un encadrement particulier et lui aussi, il est méconnu puisqu'il est inclus dans une loi différente là, des deux dont je vous ai parlé précédemment. Donc, c'est un objectif de démystification aujourd'hui et d'accompagnement à l'implantation de la biométrie. Donc, cette conférence va s'orchestrer en plusieurs temps. D'abord, je vais revenir sur ce que c'est la biométrie. Je suis certain qu'il y en a parmi vous qui sont déjà très ferrés sur le sujet, mais c'est important pour qu'on parte tous du même endroit. Et le cœur de la présentation, ce sera la façon de l'utiliser dans le respect des lois, donc dans le respect de la loi sur le privé et de la loi particulière qui concerne la biométrie. Donc, il y a 3 étapes pour ça. Il faut planifier votre projet adéquatement. Il faut le déclarer à la Commission et il faut respecter vos obligations en continu, de même que les bonnes pratiques en protection des renseignements personnels. Pour vous aider, la Commission met à votre disposition des ressources. Donc, je pourrais en donner un bref panorama par la suite. Et je vais conclure sur quelques perspectives. Il y a des changements légaux, notamment à venir, qui pourraient avoir une influence sur les projets de biométrie et une brève synthèse de ce qu'il y a à retenir de cette présentation. Alors, sans plus attendre, je vous propose de regarder la première question qui est la biométrie. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est crucial pour comprendre ce qu'elle peut apporter et les enjeux qu'elle pose. Alors, j'aime pour l'expliquer à partir d'une capacité naturelle qui est celle des êtres humains. Alors, on est tous formidables pour reconnaître les autres à partir de leurs caractéristiques personnelles. Donc, on peut, par exemple, reconnaître des voix. Donc, si je vous fais entendre celle-ci, vous devriez la regarder. D'habitude, le monde reconnaisse ma voix. Oui. Je vais vous dire en toute sincérité, il y a quelques années, j'ai réalisé que j'avais une belle voix. Donc, vous aurez probablement reconnu la grande chanteuse Ginette Renault avec un petit extrait sans contextualisation. Vous êtes capable d'aller chercher dans votre mémoire et d'identifier tout de suite la personne dont il s'agit. Et on est très, très bon pour le faire également avec les visages. Donc, si je vous présente cette photo, vous voyez mon visage en même temps et vous devriez être en mesure d'identifier votre dévoué présentateur. Donc, vous êtes en train de m'authentifier en direct, même si vous ne m'avez jamais rencontré, pardon. Donc, vous reconnaissez justement des patrons sur mon visage qui sont communs. Alors, cette capacité naturelle de reconnaissance, eh bien, on l'a dans bien d'autres domaines. En fait, pour bien d'autres choses, on reconnaît la démarche des gens quand ils marchent, la forme de leurs mains lorsqu'elle est particulière, ce genre de choses. Et si c'est une capacité naturelle, on peut l'automatiser. C'est souvent ce qui arrive avec les technologies. Donc, la biométrie vise un peu à reproduire ça. Donc, là où nous, on a utilisé nos oreilles pour entendre la voix de Ginette Renault, la machine peut le faire avec un micro, bien sûr.
On l'a ensuite analysé, bien qu'inconsciemment, avec nos neurones. Dans notre cerveau, il y a une analyse de la voix qui se déroule. La machine peut le faire avec ses processeurs, avec des analyses mathématiques. Et finalement, une fois qu'on a entendu la voix, on l'a comparée avec celle qu'on a déjà entendue dans notre vie, et il y en a pas mal. Donc ça se fait avec notre mémoire, ce que la machine peut remplacer par une base de données. Donc, tous les éléments techniques sont en place finalement pour reproduire et imiter, même dépasser cette capacité naturelle de reconnaissance que l'on a tous. Donc, ça nous amène à une définition de la biométrie. D'abord, étymologiquement, biométrie, ce que ça signifie, c'est mesure du vivant. Et ça reprend assez bien ce que ça signifie aujourd'hui. Donc, pour la commission, la biométrie, c'est l'ensemble des techniques informatiques qui permettent d'analyser les caractéristiques uniques du corps, du comportement, afin de déterminer ou de prouver l'identité. Donc, dans cette définition-là, on vient enchasser le but de la biométrie, qui est vraiment un but lié à l'identité. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec les caractéristiques uniques du corps ou du comportement, comme du profilage. Ça peut avoir des enjeux importants en matière de protection des renseignements personnels. Et je vais en reparler à la toute fin de ma présentation, mais le cœur de la conférence, c'est vraiment sur les fins d'identification, d'authentification. Donc, je vais avoir aussi l'occasion d'utiliser le terme système biométrique. J'entends par système biométrique n'importe quel système informatique finalement qui repose sur la biométrie. Il y a plusieurs exemples, comme les horodateurs biométriques en entreprise. Donc ça, c'est des systèmes qui permettent d'enregistrer les heures d'entrée et de sortie des employés et de faire la gestion de la paye en même temps de façon sécurisée. Il y a aussi des systèmes de contrôle d'accès un peu plus classiques à des locaux ou à des systèmes informatiques. Et donc, on peut aussi penser à l'utilisation par la police de différents renseignements biométriques comme les empreintes digitales. Alors, les caractéristiques qui sont utilisées dans ces systèmes biométriques-là, elles sont multiples. En fait, la liste est pratiquement infinie, mais on peut les catégoriser. Donc, il y a des caractéristiques biométriques morphologiques d'abord, qui sont des traits physiques. Donc, on les connaît bien, ce sont les empreintes digitales, le visage, ce qui donne la reconnaissance faciale, la forme de la main, pour les systèmes de géométrie de la main. Et il y a aussi des caractéristiques biologiques comportementales. Donc, celles-là sont plutôt liées à la dynamique dans la façon d'exécuter un geste ou une action par une personne qui est unique et propre à elle. Donc, on parle du tracé de la signature, de la façon de marcher, par exemple, mais il y en a bien d'autres. La façon de se comporter sur un cellulaire pourrait être une forme de caractéristique biométrique. Et il y a aussi des caractéristiques biologiques plutôt connues dans le domaine judiciaire, donc l'ADN, qui est peut-être la plus identificatoire, le sang, mais aussi la température qui a été mise en relief dans le contexte de la COVID-19, donc avec les caméras thermiques, par exemple. Et la température en elle-même peut être une façon d'identifier les gens, si on regarde le patron de la température sur leur peau et sa variation dans le temps. Donc, ce ne sont pas les seuls. Il y a également la voix et les battements cardiaques qui sont peut-être plus difficiles à catégoriser, mais qui sont communs dans les systèmes biométriques. Et la liste ne s'arrête pas là, comme je vous le disais. J'ai vu des systèmes qui reconnaissent le lobe d'oreille, toutes sortes de choses un peu plus farfelues, mais ceux-là, c'est peut-être les principaux. Donc, ces caractéristiques biométriques-là, elles peuvent être choisies en fonction de l'objectif que l'on poursuit quand on souhaite implanter un système. Donc, est-ce qu'on veut faire de l'identification? Est-ce qu'on veut faire de l'authentification? Et surtout, dans quel contexte on veut le faire? C'est ça qui va mener au choix, finalement, des empreintes digitales ou de la voix. Donc, si on veut faire l'authentification bancaire à distance, souvent, on va opter pour la voix parce que ça se passe au téléphone, alors que dans une situation où c'est la police qui se sert des caractéristiques biométriques, bien souvent, on va y aller plutôt pour ce qu'on peut relever sur des scènes de crime, par exemple. Donc, ça, c'est des concepts que vous connaissez probablement bien, mais je veux qu'on soit tous encore là sur la même longueur d'onde. Je vais parler rapidement des deux processus, l'identification et l'authentification. Alors, c'est des questions sur l'identité, finalement. L'identification, c'est lorsqu'un système cherche à attribuer une identité à une personne qui ne la déclare pas a priori. Donc, la question à laquelle le système biométrique doit répondre, c'est qui est cette personne? Par exemple, c'est Bénédicte pourrait être sa réponse. Donc, j'ai déjà donné l'exemple, l'utilisation des empreintes digitales par la police, c'est un exemple d'identification. On souhaite savoir qui était sur les lieux d'un crime pour éventuellement faire des enquêtes. Mais on peut aussi penser à un système de surveillance pour le vol à l'étalage dans une entreprise qui chercherait à identifier les gens qui se sont déjà présentés pour commettre des crimes, par exemple. Donc, ça, c'est pour l'identification. Et l'authentification, c'est un processus auquel on est confronté plus souvent au quotidien, je dirais, pour recevoir des services, surtout en matière numérique. Donc, là, la question est un peu différente. On va se présenter devant le système biométrique en déclarant notre identité. Par exemple, je suis Bénédicte et le système, ce qu'il cherche à faire, c'est à confirmer ce qu'on affirme. Donc, est-ce que cette personne, c'est bel et bien celle qu'elle dit être, oui ou non? Un exemple de ça, ce sont les horodateurs biométriques.
Donc, lorsqu'on souhaite enregistrer les heures d'entrée et de sortie des employés dans une entreprise, ben, on veut s'assurer que ce sont les bons pour contrer des phénomènes comme le body punching, le poinçonnage entre amis, par exemple, mais aussi la simple authentification sur un cellulaire. Donc, à l'aide d'une empreinte digitale, c'est aussi un processus d'authentification. Alors, dans un cas comme dans l'autre, ça fonctionne un peu de la même façon là, pour le système biométrique. Il faut d'abord qu'ils apprennent à vous connaître avant de vous reconnaître, exactement comme nous, on a appris une première fois à connaître Ginette Renault là, avant de reconnaître sa voix presque dans tous les contextes. Donc, il y a une première phase pour un système biométrique qui est celle de l'enrôlement. C'est le premier contact avec une nouvelle personne qu'il ne connaît pas, entre guillemets. Et il y a 3 étapes. Donc, il va y avoir captation d'une caractéristique biométrique. Je donne l'exemple d'une empreinte digitale. Et cette empreinte-là va être analysée mathématiquement. Donc, il y a plusieurs points d'information particulières identifiés en amont par des études là, qui vont aller être extraits et qui vont être analysés mathématiquement pour en extraire un code, une représentation chiffrée que là, on appelle de différentes façons, gabarit, modèle, code, template biométrique. Personnellement, je vais opter pour gabarit pour la présentation. Alors, dans tous les cas, il s'agit d'un renseignement personnel, puisque cette suite chiffrée-là, ben, elle vise systématiquement à identifier un individu. Donc, même s'il y a déjà une étape de chiffrement par rapport à l'image brute, c'est vraiment important de se rappeler qu'il s'agit d'un renseignement personnel. Une fois qu'on a ce code-là, ben, on va l'enregistrer dans une base de données, hein, c'est la 3e étape, et ensuite on peut le réutiliser pour la phase de reconnaissance qui finalement se produit à chaque autre fois que la personne va se présenter devant le système biométrique. Alors à nouveau, il va y avoir captation d'une empreinte, la même, hein, celle du même doigt, qui va être analysée par le même algorithme, hein, les mêmes processus mathématiques. Donc, on devrait parvenir à une suite de chiffres qui est essentiellement la même puisqu'il s'agit de la même empreinte digitale. Il y a des petites variations dans la condition de captation, mais ça devrait parvenir à un résultat assez homogène. Et on va pouvoir comparer ce gabarit temporaire-là au gabarit qui est stocké en mémoire. Donc, le processus de comparaison va permettre de parvenir à une correspondance entre l'identité de la personne et celle qu'elle déclare, par exemple. La raison pour laquelle la biométrie est de plus en plus populaire, c'est qu'elle présente des avantages certains. Et en matière de cybersécurité particulièrement, elle est intéressante puisqu'elle est très difficile à contourner. Donc, c'est difficile d'imiter le visage de quelqu'un ou ses empreintes digitales. Et en ce sens, c'est intéressant pour des systèmes particulièrement sensibles, par exemple. Il y a aussi un aspect commodité à la biométrie qu'on ne peut pas nier. La biométrie, généralement, est rapide. Si on pense à un système de paiement biométrique, c'est plus rapide de payer avec une empreinte digitale que de sortir une carte de débit, d'entrer un NIP, de choisir le compte, enfin dans l'autre ordre. Et évidemment, il y a un aspect commodité aussi qui est lié au fait qu'on ne peut pas oublier son corps à la maison. Donc, une carte d'accès, ça s'égare, ça s'oublie facilement, mais bien sûr, une empreinte digitale, ça nous accompagne partout. Et finalement, la biométrie, elle est peu coûteuse. On retrouve de plus en plus de fournisseurs, de plus en plus de systèmes, tout en un, clé en main, qui permettent de l'implanter relativement facilement. Donc, tout ça participe, selon nous, au fait qu'on la voit de plus en plus dans le secteur privé. Mais par contre, il y a des enjeux. Hein? La biométrie utilise des renseignements qui ont un caractère unique. C'est ça qui fait qu'elle fonctionne, la biométrie. Donc, si j'utilise la voix des gens, c'est parce qu'elle les distingue pour les identifier. C'est parce qu'elle les distingue. C'est parce qu'elle est presque permanente. Elle change relativement peu avec le temps. Et donc, ça confère un caractère unique justement aux renseignements et ça peut les rendre intéressants pour des acteurs malveillants, surtout si ce sont les caractéristiques brutes qui sont conservées. Donc, il y a cet aspect-là à considérer, tout comme le potentiel d'inférence des renseignements biométriques. Alors, si on prend la photo d'un iris, par exemple, pour faire la reconnaissance de l'œil, eh bien, c'est possible de faire des déductions sur certaines maladies génétiques. Ça peut sembler un peu lointain comme possibilité, mais il y a des choses plus concrètes là, en matière de reconnaissance faciale, par exemple. Si on prend le visage de quelqu'un pour le reconnaître, bien, on peut aussi tirer des déductions sur sa catégorie démographique. Donc, son origine ethnique, son âge, son genre, par exemple. Et ces deux choses-là mises ensemble, hein, le caractère unique et le potentiel d'inférence des renseignements biométriques, ça fait en sorte que ce sont des renseignements qui sont sensibles. Ils ont une sensibilité particulière qui nécessite qu'on leur accorde une protection tout aussi particulière, justement. Donc, à chaque fois qu'il est question de renseignements sensibles, la question du consentement est jamais loin. C'est important pour l'autonomie personnelle que les personnes visées par des systèmes biométriques puissent consentir au fait qu'on utilise ou qu'on recueille leurs renseignements sensibles, les renseignements intimes qui les concernent au plus profond d'eux-mêmes. Et il y a également des enjeux qui sont reliés à l'efficacité de la biométrie. Alors, pour qu'elle soit aussi sécuritaire que je le disais il y a un instant, il faut qu'elle puisse atteindre, finalement, remplir ses promesses.
Donc, les enjeux d'efficacité sont reliés, par exemple, aux conditions de captation des images ou des empreintes. On reçoit à la commission des déclarations d'eurodata biométriques, par exemple, avec des empreintes digitales dans des usines. Alors là, il peut y avoir de la poussière, il peut y avoir des mains sales qui empêchent le système d'être aussi efficace qu'il ne l'annonce et qui pourraient mener à des faux positifs ou à des faux négatifs. Donc, c'est à garder en tête. Et si on utilise des systèmes de reconnaissance faciale, je pense qu'on est bien au fait des enjeux de discrimination qui peuvent en découler. Donc, certains systèmes de reconnaissance faciale sont fondés sur des données pas tout à fait représentatives de toutes les tranches de la population et peuvent avoir une efficacité variable, par exemple, moins importante ou moins bonne pour les personnes racisées ou les femmes, par exemple. Donc, ces enjeux-là font en sorte que c'est important d'être prudent quand on utilise la biométrie. C'est une option très intéressante là, pour l'identification et l'authentification, mais c'est juste une option, justement. Donc, ça fait partie d'un panorama de solutions. Et si on souhaite l'utiliser, ce qui est tout à fait possible là, dans le cadre légal québécois, on doit le faire dans tous les cas avec prudence. Et justement, on va maintenant regarder comment c'est possible de le faire en respectant les lois du Québec et qui sont particulièrement protectrices des renseignements biométriques. Alors, je vous donne un aperçu de la démarche à suivre pour implanter un système biométrique dans votre entreprise. Peut-être que vous en avez besoin. Alors, il faut planifier votre projet. C'est une étape clé. Il faut vérifier s'il va respecter la législation en matière de protection des renseignements personnels. Et il y a l'aspect particulier de la nécessité sur lequel je vais revenir plus en détail, qui est à considérer. Dans un deuxième temps, une fois que vous avez planifié votre projet, vous devez déclarer votre banque biométrique à la Commission d'accès à l'information avant la mise en service de votre système. Et finalement, vous devez en continu respecter vos obligations. C'est des obligations qui sont connues en matière de protection des renseignements personnels. Donc, ça peut toucher le consentement, le fait d'offrir dans ce cas-là un moyen alternatif d'identification. Il faut respecter la finalité, sécuriser les données que l'on collecte. En matière de biométrie, il faut aussi les détruire quand elles ne servent plus. Et dans tous les cas, c'est important d'assurer l'exercice des droits des personnes concernées pour bien respecter la loi. Donc, on va regarder chacune des étapes en détail. Et la première, c'est la planification, qui est une étape souvent délaissée par les entreprises. Et c'est important d'y mettre le temps qu'il faut, d'y mettre les ressources qu'il faut, parce que ça détermine la suite et ça peut éviter bien des embûches quand c'est bien fait. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de réaliser pour la planification, pour la structurer, ce qu'on appelle une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Alors, pour l'instant, c'est un processus qui est une bonne pratique, mais ça pourrait devenir une obligation légale. Cette évaluation-là, c'est de se poser des bonnes questions concernant la conformité légale pour la protection des renseignements personnels et les enjeux éthiques qui y sont liés également. Donc, ça permet finalement de se poser justement les bonnes questions. Alors, planifier, en ce qui concerne la commission, en tout cas, c'est vérifier le respect potentiel des lois applicables par votre système biométrique. Alors, c'est quoi les lois applicables? C'est important de les connaître. Les obligations générales en matière de protection des renseignements personnels, elles sont dans la loi sur le privé. C'est celles que vous appliquez déjà avec les renseignements de vos clients, les renseignements de vos employés. Et puis les obligations particulières qui sont liées à la biométrie, elles sont dans la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, de son petit nom LCCJTI, qui est une loi relativement moins connue que la loi sur le privé, en tout cas du point de vue des entreprises. Elle remonte à 2001 et elle concerne plutôt l'équivalence fonctionnelle des documents, version numérique, version papier, mais elle contient aussi 2 articles particuliers qui viennent accorder une protection supplémentaire aux renseignements biométriques et donner des obligations par rapport à l'utilisation de la biométrie. Alors, je vous présente ces 2 articles-là qui sont à connaître. D'abord, il y a l'article 44. Alors, dans cet article-là, il y a des obligations et des interdictions qui sont fixées par rapport à la biométrie. Et on précise que c'est dans un contexte d'établissement d'identité. Donc, on est vraiment dans l'identification, dans l'authentification et non pas dans d'autres processus que j'ai pu évoquer plus tôt. La première chose qui est dite dans cet article-là, c'est qu'on doit le faire avec le consentement exprès de la personne lorsqu'on recueille des renseignements biométriques. Donc, il faut que ce soit manifeste, sans ambiguïté. Et implicitement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le consentement peut ne pas être donné, donc il faut offrir un moyen alternatif d'identification. Il faut également minimiser la collecte, donc recueillir le moins possible de renseignements biométriques, juste ceux qui sont nécessaires pour atteindre la fin finalement. Et il faut ne pas le faire à l'insu de la personne, donc elle doit toujours être informée que des renseignements biométriques sont collectés. Pour ce qui est de l'utilisation et de la communication de ces caractéristiques biométriques-là, elles doivent être restreintes, donc vraiment seulement au nombre minimal de personnes et l'utilisation seulement à des fins d'identification ou d'authentification. Et à la fin, lorsque les renseignements ne sont plus utiles, c'est bien important de les détruire.
ce qui est une obligation un peu différente de celle de la loi sur le privé, là, qui prévoit plutôt de les détruire à la fin d'un calendrier de conservation si applicable. Pour l'article 45, il prévoit des pouvoirs pour la commission. Alors, le premier pouvoir, c'est de recevoir des déclarations. Donc, le législateur a voulu accorder une protection particulière au renseignement biométrique et il le matérialise par le fait que à chaque fois qu'on s'en sert, il faut le déclarer à notre organisme avant de mettre en œuvre la banque de caractéristiques biométriques. Et la commission, elle a un pouvoir d'ordonnance. Elle peut faire des recommandations et elle peut rendre des ordonnances qui peuvent aller dans les cas problématiques jusqu'à la suspension ou l'interdiction ou éventuellement ordonner la destruction de la banque. Donc, quand on voit les deux articles de la LCCJTI, je pense qu'on prend conscience de l'importance de la démarche de planification dans l'implantation d'un projet de biométrie pour éviter justement des problèmes en aval. Donc, plus particulièrement dans l'ensemble des obligations qu'il faut respecter, il y en a une qui ressort, c'est la nécessité. Alors, la nécessité, ça s'entend, la nécessité de recueillir les renseignements personnels. C'est fondamental dans toutes les questions de protection des renseignements personnels, mais plus particulièrement pour les renseignements sensibles et les renseignements biométriques. Et ce n'est pas une obligation qu'on peut contourner en obtenant un consentement. Donc, il faut obtenir un consentement et il faut aussi respecter la nécessité. Et ça a un sens juridique particulier, ce mot-là, qu'on doit apprécier à la lumière de deux volets. Donc, il y a un premier volet qui est d'avoir un objectif légitime, important et réel pour utiliser la biométrie. Et le deuxième volet, c'est de s'assurer de la proportionnalité de cette solution-là par rapport à l'objectif que l'on poursuit. Donc, on va regarder ça encore une fois un peu plus dans le détail. Alors, pour ce qui est de l'objectif, la question maîtresse, c'est quoi la situation problématique qui justifie votre projet de biométrie? Pourquoi vous avez besoin d'utiliser des renseignements sensibles? Quel est le problème concret et réel qui vous pousse à le faire finalement? Alors, nous, on conseille de faire une planification écrite. Ça facilite considérablement les démarches par la suite. Alors, à ce stade-là, le mot d'ordre, c'est détail et documentation. Donc, si vous avez des chiffres, par exemple, vous faites face à un problème de vol de temps au sein de votre entreprise, vos employés falsifient leurs heures d'entrée, puis ça engendre des pertes financières, sortez des détails là-dessus. Allez ressortir le nombre d'employés que vous avez dû congédier ou alors le nombre d'avertissements que vous avez dû donner, les pertes financières auxquelles vous avez fait face. C'est l'occasion de le faire pour asseoir cette situation problématique qui justifie la biométrie. Je précise que la commodité de la biométrie, j'en ai parlé tout à l'heure, souvent c'est simple, c'est rapide, c'est pas en soi une raison de l'utiliser. Je vais beaucoup insister là-dessus dans la conférence. Je le rappelle encore une fois, les renseignements qui sont utilisés, ils sont sensibles. Alors, c'est vraiment important qu'ils répondent à une situation problématique réelle. Une fois qu'on a un objectif, il faut s'assurer que la biométrie, elle y répond de façon proportionnelle, puisque il y a toujours une petite atteinte à la vie, enfin une atteinte certaine à la vie privée des personnes. Donc, il y a 3 questions fondamentales à se poser en matière de proportionnalité. D'abord, il y a la question de l'efficacité. Est-ce que la biométrie répond à l'objectif? Est-ce que c'est le meilleur ou le seul moyen? Et finalement, est-ce que c'est plus avantageux finalement d'utiliser la biométrie pour votre entreprise que les conséquences ou les impacts que ça peut avoir sur les personnes concernées? Donc, le premier volet, l'efficacité. Est-ce que la biométrie permet vraiment d'atteindre votre objectif et permet de le faire efficacement? Alors là, à ce stade-là, si pour vous, c'est une solution adéquate, vous devez le documenter. Donc, peut-être vous référer à des exemples d'autres entreprises qui l'ont fait ou à la norme dans votre secteur. Et vous devez aussi être conscient des limites de la technologie puisque, comme l'ensemble des technologies, elle en comporte. Ensuite, la deuxième question, est-ce qu'il existe un moyen qui porte moins atteinte à la vie privée? Donc, c'est possible. Je vous le disais, la biométrie, c'est une solution parmi d'autres. Donc, généralement, il y a d'autres moyens d'atteindre l'objectif. Il faut les répertorier. Et s'ils sont plus protecteurs de la vie privée que la biométrie, ce n'est pas toujours le cas, mais si c'est le cas, il faut les cibler. Et si vous pensez que ces moyens-là sont moins utiles ou ne répondent pas à vos besoins à vous dans la situation précise qui vous concerne, il faut justifier il faut justifier cela. Et si finalement, s'il n'y a aucun autre moyen, donc si la biométrie, c'est vraiment la meilleure solution, il faut s'assurer de minimiser son impact. Donc, minimiser son impact, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, si vous avez besoin d'une seule empreinte digitale pour identifier quelqu'un, il ne faut pas aller en recueillir 5. Ou alors, ça peut être de choisir une caractéristique biométrique qui génère moins de sentiments d'anxiété chez les gens. Donc, par exemple, la reconnaissance faciale est moins acceptable socialement, enfin, dans l'état des choses actuelles que la géométrie de la main, par exemple. Elle est peut-être associée à moins de potentiel d'inférence. Donc, c'est des facteurs que vous devez pondérer là, dans votre choix de la biométrie.
Et je termine pour la proportionnalité avec cette dernière question. Est-ce que les avantages de la biométrie pour vous surpassent l'atteinte à la vie privée que cause votre système biométrique et les conséquences potentielles qui pourraient en découler? Donc là, c'est un exercice de balance finalement. Vous devez chercher l'équilibre. En fait, vous devez chercher à démontrer qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, par exemple, pour un système de reconnaissance faciale, ça pourrait vous permettre de respecter une norme sectorielle de sécurité. C'est très important. Bien sûr, c'est difficile à contourner, je le disais tout à l'heure, et ça pourrait engendrer des économies substantielles pour votre entreprise. Mais de l'autre côté, il faut considérer qu'en cas d'incident de sécurité, il pourrait y avoir des conséquences pour les personnes concernées. Donc, il faut évaluer le risque d'incident particulièrement dans votre situation. Il peut aussi y avoir un sentiment d'anxiété pour les personnes et j'en glissais un mot tout à l'heure, l'efficacité peut être moindre pour certains groupes. Alors, les facteurs peuvent être différents de ceux-là, c'est vraiment juste un exemple. Il faut s'assurer de les pondérer. Donc, synthétisons ce que je viens de dire, parce que l'étape de planification, elle est importante. Quand on a un projet de biométrie pour votre entreprise, en fait, quand vous avez un projet de biométrie, vous devez vous assurer qu'il respecte la loi au sens large. Donc, est-ce que vous respectez la loi sur le privé? Est-ce que vous respectez la LCC-JTI? Et l'obligation phare, là, une obligation particulièrement importante, c'est celle de vous assurer de la nécessité de la collecte. Donc, pour ça, vous devez avoir un objectif qui est légitime, important et réel. Et vous devez vous assurer que la biométrie, c'est un moyen proportionnel d'atteindre l'objectif. Donc, c'est un moyen efficace. Est-ce que c'est le meilleur moyen et est-ce que ça a plus d'avantages pour votre entreprise que d'inconvénients pour les personnes concernées? Donc, les 4 sous-questions, finalement, au bas de la présentation, permettent de répondre à la question principale, est-ce qu'on respecte les lois? Alors, cette étape de planification-là, qui peut prendre du temps, je le concède, ça va vous permettre de parvenir à une décision pour bien vous orienter. Alors, soit vous allez déduire ou conclure, que votre projet n'est pas conforme à la loi ou pose trop d'enjeux ou qu'il n'est pas nécessaire. Alors, dans ce cas-là, il faut le modifier, bien sûr, ou l'abandonner. Par contre, si votre planification se passe bien et que vous concluez que vous avez bien fait le tour des enjeux, vous allez pouvoir poursuivre la planification. Il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux financiers à regarder et vous allez pouvoir passer à la deuxième étape qui est celle de la déclaration à la commission. Alors, c'est prévu à l'article 45 de la LCC-JTI, je vous le disais tantôt, il faut déclarer à la commission toute banque de caractéristiques ou de mesures biométriques. Alors ça, c'est quoi? On fait référence un peu à la base de données qui permet à votre système biométrique de fonctionner. Donc, à la base de données des gabarits biométriques finalement. Le meilleur conseil à ce stade-là que la commission peut vous donner, c'est de consulter son formulaire de déclaration d'avance. Il contient un certain nombre de questions qu'il est bon d'avoir en tête déjà à l'étape de la planification. Et un autre conseil, c'est de fournir des éléments qui sont probants et des éléments spécifiques à votre contexte. Donc, souvent, on reçoit des déclarations qui sont assez générales, qui disent, par exemple, le vol de temps est un fléau dans l'industrie manufacturière. Bon, c'est possible, mais encore faut-il le prouver dans votre contexte, dans le contexte de votre entreprise. Donc, vous assurez de fournir des éléments qui concernent votre situation particulière. Le processus pour déclarer, il est relativement simple. Alors, il faut le faire avant la mise en place de votre système biométrique. En vous adressant au secrétariat général de la commission et il faut remplir un formulaire dont je vous donne l'exemple de la première page ici. Alors, c'est un formulaire de 4 pages PDF pour l'instant qui est disponible sur notre site web et qui contient 16 questions réparties en plusieurs sections. Et les questions les plus importantes sont dans 3 sections. Donc, ce sont d'abord une description complète de votre banque de caractéristiques ou de mesures biométriques et de votre système biométrique. Alors, qui sont les personnes concernées? Combien de personnes sont concernées? Donc, quand je dis qui, là, c'est quel est leur lien par rapport à vous? Est-ce que c'est vos clients? Est-ce que c'est vos employés? Donc, c'est des questions auxquelles vous devrez répondre. Ensuite, il y a une section sur l'objectif de la collecte. Donc, quelle est la situation problématique que vous souhaitez résoudre avec la biométrie? Et il y a une section sur le consentement. Et pour y répondre, vous devez joindre le formulaire de consentement que vous allez utiliser. Et vous pouvez aussi joindre à votre déclaration toutes les pièces justificatives que vous auriez qui sont relatives à votre situation problématique et d'ailleurs tout autre annexe aux besoins. Donc, si vous avez réalisé une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, vous pouvez la joindre à votre formulaire et ça va faciliter l'analyse de la commission. Je parle d'analyse parce que la suite de cette déclaration-là, c'est qu'elle va être examinée par la commission d'accès à l'information qui va se pencher sur votre objectif, sur les renseignements que vous recueillez, sur le consentement que vous obtenez. Alors, est-ce qu'il respecte les critères qui sont prévus à la loi sur le privé et à la LCC-JTI, etc. Et malheureusement, on reçoit souvent des déclarations incomplètes ou même, en fait, même si elles sont complètes,
une fois qu'on en sait plus sur votre situation particulière, on peut vouloir poser des questions. Donc, souvent, il y a une demande de renseignements supplémentaires. Et dans les cas potentiellement problématiques, il pourrait y avoir une démarche d'inspection ou d'enquête. Donc, une bonne planification, encore là, c'est la clé. Et au terme de son examen, la commission va faire des recommandations pour peut-être améliorer certains aspects de votre projet ou des ordonnances. Et ces ordonnances-là, vous devez les respecter. Et je le disais tout à l'heure, elles peuvent aller jusqu'à la suspension ou l'interdiction si votre projet est mal parti, là, si votre projet constitue un problème pour la vie privée ou la protection des renseignements personnels. Peut-être que vous m'écoutez et que vous vous dites, mon Dieu, dans mon entreprise, on utilise déjà depuis 12 ans un système biométrique, puis je savais même pas qu'il fallait le déclarer à la commission. Ça fait que ça arrive souvent et on souhaite pas que ça arrive, mais vous devez le déclarer le plus vite possible. Vous pouvez remédier à la situation. Donc, c'est précisé dans la loi que même si votre système est déjà actif, vous pouvez nous le déclarer par la suite. La troisième étape de la démarche que je vous présentais là, pour implanter finalement un système biométrique dans le respect de la loi, c'est une étape qui se fait en continu. C'est de respecter vos obligations. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, elle se trouve dans deux lois, la loi sur le privé et la LCCJTI. Alors, à ce stade-là, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est d'établir des politiques de protection des renseignements personnels, des politiques de gestion des renseignements personnels. Je pense qu'on le fait souvent dans le milieu de la cybersécurité, donc c'est très important. Et ça doit concerner aussi vos renseignements biométriques et ça permet d'homogénéiser les pratiques à l'intérieur de votre entreprise. Donc, c'est vraiment un élément crucial à considérer. Donc, on va faire le tour de ces obligations-là. La première de celles-ci, c'est d'obtenir un consentement. Donc, je le disais, dans la LCCJTI, c'est bien écrit que pour les renseignements biométriques, il faut que leur collecte ne se fasse pas à l'insu des personnes et il faut qu'on obtienne un consentement valide. Alors, il y a 5 critères pour que le consentement soit valide. Il faut qu'il soit exprès. Donc, la personne doit pouvoir le dire manifestement qu'elle est d'accord, le dire sans ambiguïté. Et la meilleure solution pour ça, c'est vraiment de recueillir un consentement écrit. Donc, quand on signe un formulaire, c'est sans ambiguïté, on est d'accord. Par ailleurs, le consentement doit être libre, donc les personnes doivent être libres de dire oui ou non et elles ne doivent pas avoir de pression indue là, par rapport à leur choix. Elles doivent aussi pouvoir donner un consentement éclairé. Alors, un consentement éclairé, c'est quand la personne concernée comprend les conséquences de son consentement, comprend la portée de son consentement. Et donc, pour qu'un consentement soit éclairé, il faut donner des informations, il faut être transparent sur ce que vous souhaitez accomplir avec votre système biométrique. Par la suite, le consentement doit être spécifique, donc il doit vraiment être formulé dans des termes précis et réservé à l'identification ou à l'authentification. Et il doit être limité dans le temps. Donc, un consentement, ça doit arriver à échéance. Donc, si vous avez un système biométrique pour identifier vos employés puis qu'ils quittent votre entreprise, logiquement, le consentement devrait se terminer à ce moment-là. Donc, ça peut être un critère de fin. Et je vous rappelle que la loi prévoit là, qu'à la fin de l'utilité des renseignements biométriques pour atteindre l'objectif, ils doivent être détruits. Par ailleurs, si le consentement est libre, ce que ça implique, c'est qu'il peut ne pas être donné ou il peut aussi être retiré en cours de route. Donc, les personnes doivent avoir cette liberté-là. Et ce que ça implique aussi, c'est que vous devez offrir une solution de rechange. Parce que si vous avez un objectif sérieux, légitime, important, réel, pour implanter votre système de biométrie, c'est que vous avez probablement besoin d'identifier ou d'authentifier les gens. Donc, vous devez penser à un système de rechange pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser la biométrie. Ça, c'est des solutions bien connues en matière d'authentification, par exemple, des cartes d'accès, des mots de passe, l'authentification à double facteur qui peut les combiner, ou des jetons uniques avec des applications d'authentification, par exemple. Par ailleurs, vous devez respecter la finalité. Donc, si vous recueillez des renseignements biométriques, c'est seulement pour identifier ou authentifier des gens. Donc, vous devez vous en servir exclusivement pour cet objectif-là et vous ne pouvez pas utiliser finalement les renseignements biométriques pour prendre des décisions à propos des personnes sur la base de ces renseignements-là. Ensuite, en matière de sécurité, ce qui est particulièrement opportun pour le thème de la conférence d'aujourd'hui, l'article 10 de la loi sur le privé, ce qu'il prévoit, c'est que vous devez implanter des mesures qui sont raisonnables, qui sont adaptées à la sensibilité des renseignements. En l'occurrence, je le répète, les renseignements biométriques sont très sensibles, à leur quantité, à leur répartition et à leur support. Alors concrètement, là, des exemples de ce que ça peut donner en matière de biométrie, c'est qu'au niveau du format, vous devriez privilégier des gabarits biométriques, donc les suites chiffrées d'identification des personnes plutôt que des images brutes.
Donc, les images brutes peuvent être dérobées plus facilement, réutilisées dans d'autres systèmes et elles posent des enjeux plus importants là, pour des éventuels incidents de sécurité. Pour ce qui est du support, autant que possible, vous devriez y aller pour un système décentralisé. Donc, il existe des façons de stocker les gabarits biométriques sur des cartes que vous remettez à vos employés ou à vos clients, par exemple, qui les gardent dans leur contrôle. Donc, ça assure qu'il n'y ait pas de centralisation des données dans une banque, puisque toute centralisation augmente un peu les risques d'incidents de sécurité. Et si vous devez avoir quand même une banque centralisée dans votre contexte particulier, ben, c'est préférable qu'elle soit au Québec plutôt qu'ailleurs. Les enjeux, en fait, il y a des obligations juridiques particulières qui se posent lorsque vous devez transférer des données à l'extérieur de la province. Donc, ça facilite votre vie et ça assure un niveau de protection des renseignements personnels qui est excellent. Par ailleurs, pour ce qui est de l'accès aux renseignements biométriques, ben, il devrait être limité aux personnes qui en ont besoin dans l'exécution de leurs tâches et il devrait être journalisé également. Donc, on doit garder une trace là, de toutes les personnes qui accèdent à ces renseignements-là pour détecter des anomalies éventuellement. Donc, si j'ai des bonnes pratiques en matière de sécurité, je pense qu'elles ne sont pas nouvelles pour vous. Et finalement, pour le volet communication, ben, c'est important de se fonder sur le consentement des gens avant de communiquer leurs renseignements biométriques ou de s'appuyer sur la loi. Et dans tous les cas, si vous le faites, là, si vous avez des fournisseurs qui font l'entretien de vos systèmes ou si le fournisseur de votre système biométrique, eh ben, il doit y accéder aux renseignements, ben, assurez-vous d'avoir des contrats stricts qui encadrent notamment la protection des renseignements personnels. Une fois que les renseignements biométriques ne servent plus à l'identification, à l'authentification, donc à votre objectif principal, bien, vous devez détruire toutes les copies que vous en avez, que ce soit des images brutes ou que ce soit des gabarits. Et c'est important de le faire de manière irréversible et définitive, donc en utilisant une méthode sécurisée qui est adaptée là, au format sur lequel se situaient les données. Et par ailleurs, je précise que si vous avez communiqué ces données-là à des tiers, ben, c'est important de s'assurer qu'eux aussi procèdent à la destruction des données à la fin de l'emploi d'une personne, par exemple, ou lorsqu'une personne résilie son abonnement avec votre entreprise. Donc, ça peut être des conditions qui mènent à la destruction des renseignements biométriques. Finalement, ben, au Québec, et pas seulement au Québec, bien sûr, ben, les gens ont des droits en matière d'accès à leurs renseignements personnels et des droits de rectification de ces renseignements-là. Ça concerne aussi les renseignements biométriques. Et puis, c'est votre responsabilité d'assurer l'exercice de ces droits-là. Il y a plusieurs façons de le faire. Par exemple, vous pourriez nommer une personne responsable de traiter les demandes que vous recevez pour que ça se fasse avec diligence parce que vous devez répondre aux demandes dans les 30 jours. Et si vous refusez d'accéder à une demande, dans tous les cas, vous devez motiver votre refus. Donc, appuyez-vous sur la loi sur le privé pour motiver tout refus et informer aussi les personnes concernées de leur recours devant la commission puisqu'elles peuvent faire appel de votre décision d'une certaine façon avec un examen de mésentente. Et si vous devez donner accès aux renseignements biométriques à une personne, bien, idéalement, fournissez-les dans un format qui est intelligible. Alors, ça peut être difficile, là, puisqu'on s'agit quand même de renseignements qui sont relativement techniques, mais essayez d'opter pour le format le plus compréhensible possible pour la personne concernée. Donc, synthèse de la démarche que je vous ai présentée pour implanter un projet biométrique dans le respect de la loi. Il faut planifier adéquatement votre projet. Réfléchissez notamment en profondeur à l'aspect nécessité. Donc, quel est votre objectif et puis est-ce qu'il y a une proportionnalité dans votre utilisation de la biométrie? Assurez-vous aussi de déclarer votre projet à la commission. Donc, c'est important de le faire à l'avance pour qu'elle ait le temps de l'examiner. Puis, si vous avez des informations supplémentaires, c'est important de les garder à portée de main parce que vous pourriez devoir les communiquer au besoin. Et puis, finalement, en continu, tout au long de l'utilisation de votre système biométrique, vous devez respecter vos obligations. Je rappelle qu'elles sont dans 2 lois, la loi sur le privé et la LCCJTI. Donc, voilà, ça complète un peu la démarche à suivre pour implanter un système biométrique. Alors maintenant, pour faciliter cette démarche-là, justement, qui peut être complexe, la commission met à votre disposition certaines ressources que je vais présenter à l'instant. Alors, il y a un guide d'accompagnement à la biométrie qui est un peu la Bible en matière de biométrie. Donc, ça reprend l'essentiel des informations que je vous donne aujourd'hui. Donc, vous le voyez défiler à l'écran. C'est un guide d'une 20aine de pages qui contient aussi des références précises aux articles de loi qui expliquent l'information que je communique pendant ma conférence. Donc, si vous avez besoin de regarder votre projet avec un juriste, ça peut être très pratique. Et je vous conseille vivement de le consulter tout de suite avant de faire une déclaration. En fait, dès le début, dès que vous avez l'idée de faire la biométrie, vous devriez vous référer à ce guide-là qui date de juillet 2020. Donc, il est à jour avec l'état actuel de la loi. Vous allez le retrouver sur notre site web, tout comme d'ailleurs l'ensemble des autres outils que je vais vous présenter.
Alors, pour faciliter aussi la déclaration et la planification du système biométrique, bien, on offre également un modèle de formulaire de consentement. Donc, vous devez préparer un formulaire de consentement pour obtenir justement un consentement exprès et il faut donner un certain nombre d'informations pour qu'il soit éclairé aussi. Donc, ce modèle-là vous permet d'avoir un point de départ. Vous pouvez l'adapter à vos besoins. Il est conçu pour être facilement transformable. Et on donne également un modèle de ce à quoi il ressemblerait s'il avait été adapté par une entreprise fictive, les explosifs EGR 2000 incorporés. Donc, ça peut vous donner de l'inspiration là sur la façon de compléter les champs qui sont vides. Mais vous pouvez aussi opter pour un autre formulaire de consentement, c'est tout à fait possible. C'est simplement un outil de base. Par ailleurs, je vous parlais tantôt d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, ça, c'est une démarche d'évaluation pour tout projet en matière qui implique en fait des renseignements personnels. Ça peut être un projet de biométrie, mais ça peut en être un autre. Et pour l'instant, c'est une bonne pratique. Donc, ce guide-là donne des exemples, donne les bonnes pistes pour se poser les bonnes questions au bon moment dans le processus. Et si j'étais vous, je le consulterais parce que, et je vais y revenir dans quelques instants, il y a des changements législatifs qui s'en viennent et ça pourrait devenir une obligation de faire des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée sur une base plus régulière que pour l'instant. Finalement, ben, on a un guide et un aide-mémoire qui portent sur les incidents de sécurité. Je n'ai pas encore d'image, mais ben, voilà, ils sont tout récents. Donc, ils datent de mars 2021 et ce sont des bonnes pratiques pour la prévention de ces incidents de sécurité-là qui peuvent toucher bien sûr des renseignements biométriques. Et à l'intérieur de l'aide-mémoire notamment, mais aussi du guide, on a des exemples de mesures de sécurité que vous pouvez mettre en place pour respecter vos obligations qui sont à l'article 10 là, de la loi sur le privé en matière de sécurité. Donc, très, très bonne lecture aussi pour préparer un projet de biométrie. Par ailleurs, ben, la commission, elle rend publique ses décisions. Donc, vous allez retrouver sur notre site web les décisions de la section de surveillance de la commission, celles qui font suite, par exemple, à l'examen d'une déclaration de biométrie. Et je vous donne quelques exemples de cas qu'on a examinés ou tranchés. Alors, bon, le premier dossier, une entreprise voulait implanter le paiement par empreinte digitale pour ses clients, donc associer leurs achats à leur dossier personnel à l'aide de leurs empreintes digitales au moment de passer à la caisse. Et ce qu'ils souhaitaient faire, c'est être plus efficace, donc diminuer le temps d'attente aux caisses. Ils voulaient aussi être plus protéger mieux l'environnement en n'imprimant pas de factures et diminuer la fraude. Mais dans son analyse, ce que la commission explique, c'est que le système, évidemment, il est commode, puisqu'il serait plus rapide que payer à la caisse avec une carte. Mais il n'est pas nécessaire. En fait, il n'est pas nécessaire. Donc, au point de vue légal, là, il n'est pas nécessaire parce que l'entreprise n'a pas donné de faits concrets qui appuient le fait que c'est respectueux de l'environnement ou que ça diminue la fraude dans le contexte précis de l'entreprise. Donc, c'est intéressant d'aller lire cette décision-là, dont le numéro de référence est ici, pour bien comprendre la démarche d'analyse de la commission qui pourrait s'appliquer à un autre dossier. Et je précise qu'on y indique également qu'un gabarit, c'est un renseignement personnel. Donc là aussi, c'est justifié. Vous pourrez aller lire l'explication derrière ça. Et la conclusion dans ce cas-là, c'est que la commission a interdit la mise en place du système biométrique. Un exemple opposé, on avait une entreprise dans un autre cas qui souhaitait implanter un système de gestion des heures, de gestion de la paye, donc un eurodateur avec la géométrie de la main. Et dans ce cas-là, la nécessité a été bien démontrée. Donc, l'entreprise faisait face à du vol de temps depuis de nombreuses années. Elle avait des pertes financières importantes. Elle avait dû renvoyer plusieurs employés en raison de ça et elle avait une situation qui faisait en sorte que les superviseurs ne pouvaient pas toujours être sur place pour s'assurer des heures d'entrée et de sortie. Alors, il y avait bel et bien une nécessité d'implanter la biométrie et on obtenait un consentement, on offrait un moyen alternatif. Donc, toutes les conditions étaient en place finalement pour que le système biométrique respecte la loi. Donc, dans cette décision-là, la Commission ne formule qu'une recommandation qui est celle d'adopter une politique de gestion et de protection des renseignements personnels pour compléter finalement l'arsenal des mesures mises en place par l'entreprise. Je termine avec un exemple que je vous invite vivement à ne pas suivre, qui est celui de Clearview AI. Donc, on en a entendu parler beaucoup dans les médias et le rapport d'enquête est sorti récemment. On l'a fait on a mené cette enquête-là avec des homologues au Canada. Donc, Clearview AI, c'était une start-up américaine là, qui avait extrait des images sur des sites de médias sociaux ou des journaux en ligne, notamment pour proposer un système de reconnaissance faciale aux autorités. Il y avait plusieurs milliards d'images à l'intérieur de leur banque. En fait, il y a plusieurs milliards d'images puisque c'est toujours en cours. Et cette entreprise-là n'a obtenu aucun consentement, bien sûr, de la part des personnes concernées. Elle a recueilli leurs renseignements biométriques à leur insu, donc. Et évidemment, elle n'a pas fait de déclaration à la commission. Donc, l'entreprise ne respectait pas les lois. Et toute démarche de ce type-là est
est certainement à décourager, mais le rapport d'enquête est très intéressant. Donc, je vous invite à aller le lire. Il est lui aussi disponible dans la même section que les 2 autres décisions. Alors, je vais conclure avec quelques perspectives et puis une synthèse de ce qu'à retenir de cette présentation. Des perspectives d'abord qui concernent les changements législatifs à surveiller. Donc, en ce moment, le cadre est clair, je vous l'ai dit, il y a la loi sur le privé, il y a la LCCJTI, mais il pourrait y avoir du mouvement. D'abord, la LCCJTI, elle va avoir 20 ans, puisqu'elle a été adoptée en 2001. Et le ministère de la Justice a mis sur place un comité de refonte. Donc, dans les prochains mois, dans les prochaines années, elle pourrait être appelée à être modernisée, à changer. Et en parallèle, on a un processus très important de modernisation des lois sur la protection des renseignements personnels avec le projet de loi numéro 64. Et celui-là, il est assez avancé. Il est en étude détaillée à l'Assemblée nationale. Donc, les députés peaufinent les dernières étapes de ce projet de loi-là avant son adoption. On estime qu'il devrait être adopté ce printemps si tout se passe bien. Donc, il y a des nouvelles obligations qui sont à venir dans ce projet de loi-là et qui pourraient concerner les systèmes biométriques. Donc, par exemple, la déclaration de la banque de caractéristiques ou de mesures biométriques devrait désormais être faite 60 jours d'avance. Il serait aussi nécessaire de réaliser des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée dans plusieurs situations. Il faudrait aussi mieux protéger les renseignements sensibles et les renseignements biométriques devraient être précisés comme étant des renseignements sensibles dans le texte même de la nouvelle loi. Il y a également l'obligation de nommer une personne responsable de la protection des renseignements personnels au sein d'une entreprise et il y aura également le renforcement des pénalités. Donc, en ce moment, il y a des pénalités dans la loi, mais elles sont relativement peu élevées. Donc, leur montant va beaucoup augmenter et il y aura aussi des sanctions administratives pour les entreprises qui ne respecteraient pas les lois. Donc, c'est un pensez-y bien et ça souligne d'autant plus le besoin de bien planifier les projets qui impliquent des renseignements personnels dès maintenant parce que cette loi-là pourrait entrer en vigueur dans les mois ou dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent son adoption par le Parlement. Donc, c'est quand même bientôt là, dans un horizon moyen terme. Par ailleurs, un mot sur les autres usages de la biométrie. Alors, je le disais tantôt, on peut faire autre chose qu'authentifier et identifier les gens avec des caractéristiques corporelles ou comportementales. Notamment, on peut faire du profilage ou on peut les utiliser en matière de santé. Alors, il faut se rappeler que si c'est ce qu'on fait, si c'est ce que vous souhaitez faire avec votre entreprise, la LCCJTI ne s'applique pas. Donc, tout le volet déclaration à la commission ne s'applique pas. Mais la loi sur le privé, elle continue de s'appliquer et notamment le critère de nécessité demeure très important. Et les changements dont je viens de parler avec le projet de loi numéro 64 vont s'appliquer aussi à la loi sur le privé. Donc, il faut garder un œil là-dessus si c'est ce qu'on souhaite faire. Et je rappelle qu'on peut avoir des impacts sur les individus, même si on a des renseignements personnels qui les identifient pas à proprement parler. Donc, j'invite à la prudence si on va dans ce sens-là. Et c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup avec la biométrie ces dernières années. Donc, quoi retenir de cette présentation? La biométrie, c'est une option intéressante pour la sécurité, mais elle commande la prudence puisqu'elle implique des renseignements sensibles et ça fait aussi en sorte qu'il y a un encadrement spécifique au Québec par rapport à l'utilisation de ces renseignements-là. Et si vous souhaitez implanter un système biométrique, je répète la recette, il faut le planifier, il faut le déclarer à la commission et vous devez respecter vos obligations en continu. Par ailleurs, pour faciliter votre vie, la commission met à votre disposition plusieurs outils, un guide d'accompagnement à la biométrie et un modèle de formulaire de consentement notamment. Et il y a aussi des changements législatifs qu'il faut garder à l'œil puisqu'ils pourraient avoir un impact important. Donc, restez à l'affût de ce qui se passe dans votre Parlement. Alors, je termine en vous remerciant de votre attention. Pour toute question, il ne faut pas hésiter à contacter la Commission d'accès à l'information, par téléphone bien sûr, vous pouvez le faire par courriel. Les informations sur la biométrie se retrouvent dans la section biométrie de notre site web et vous pouvez également nous suivre sur Twitter. Alors, merci et puis bonne fin d'événement de Semaine numérique.